Situation en Syrie. Aujourd'hui et le prochain dimanche, nous avons pensé qu'il était nécessaire de parler de la situation, de la souffrance syrienne, la souffrance d'abord des prisonniers en Syrie, et le prochain dimanche sur la situation des réfugiés. Réfugiés, comme vous le savez, puisque la moitié de la population syrienne, 11,6 millions selon les chiffres de l'ONU, ont perdu leur domicile, 7 millions et quelques à l'intérieur du pays, et plus de 4 millions réfugiés dans les pays voisins. Pour ce qui est des prisonniers, il y a bien entendu beaucoup à dire, et beaucoup d'entre vous ont travaillé déjà sur ce sujet. Notre ami Michel, avec l'association Revivre depuis des années, travaille sur cette question. Mais je crois que c'est une situation qui est particulièrement importante parce que, et moi je pense personnellement à la situation des prisonniers syriens depuis le début de l'ère de Hafez al-Assad. Chaque fois qu'on parle de que, bon, finalement, ce régime quand même est meilleur que les islamistes, que s'il faut choisir entre les deux, on choisirait ce régime, etc. C'est-à-dire, c'est un régime, quand on est syrien, qu'on a vécu toute cette expérience depuis 1970, on sait que c'est le régime le plus affreux de la planète, quoi. Et que ceux qui peuvent nous l'expliquer, nous le dire, et qui l'ont dit quotidiennement, dans leur expérience quotidienne, dans leur chair, ce sont les prisonniers. C'est pour cela que je crois qu'il était nécessaire de raviver, si vous voulez, nos plaies, de les rouvrir de nouveau, pour qu'on soit déterminé à continuer exactement dans notre lutte contre ce régime et jusqu'au bout. Bon, parce que quand on a vécu ces expériences comme celle des prisonniers, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, je vais partir au début de la situation actuelle et à partir de deux documents considérables qu'on a eus au milieu de l'année 2012 et l'année dernière au début de l'automne. En 2012, en juillet 2012, l'association Human Rights Watch a publié un document en 78 pages intitulé « L'archipel de la torture ». L'archipel de la torture, en essayant de montrer un peu, est basé sur le témoignage de 200 prisonniers. Et ils ont décrit dans ce rapport d'abord, ils ont dressé la carte de cet archipel, c'est-à-dire les 27 centres de détention et donc de torture en Syrie, un peu partout sur la carte syrienne, avec une carte, qui ont documenté aussi par des vidéos les témoignages des prisonniers et qui ont dressé des croquis des 20 méthodes de torture qu'ils ont relevées d'après les témoignages des prisonniers. Ce qui est aussi très fort dans ce rapport, c'est qu'une fois qu'ils ont dressé cette carte et montré les 27, au moins les 27, ils disent que c'est 27, mais sans doute il y en a plus, ils ont essayé de synthétiser un peu leur information en montrant les 4 principaux services de renseignement et leurs ramifications à travers le pays, et avec une liste assez longue, en 3, 4, 5 pages, des noms des responsables de chacun de ces centres. Je crois que ce rapport est très important. Il existe en anglais, il a été résumé en français, en arabe et dans d'autres langues, mais vous le trouverez sur Internet, sur le site de Human Rights Watch, en anglais, dans sa totalité. L'autre document qui est absolument considérable, c'est bien entendu ce qui a été convenu à appeler le document César, c'est-à-dire ce qui a été révélé au début de l'automne
2013, après le départ de cet ancien photographe de la police militaire syrienne, et avec une carte mémoire contenant 55 000 clichés de personnes torturées, dont 11 000 personnes, en principe, qui ont péri sous la torture. 11 000. Bon. Et ces photos, enfin, ceux qui ont vu, nous avons pu, je crois que c'est à l'Institut du monde arabe, il y a eu cette séance, bon, mais ceux qui ont étudié de plus près ces images, par exemple, David Crane, qui est du tribunal pénal international, a dit, premièrement, en montrant à des médecins légaux toutes ces images, que ces images sont absolument sûres et certaines, qu'elles ne peuvent pas avoir été falsifiées d'aucune manière, et donc que tout cela est vrai. Maintenant, dans les deux rapports, à la fin, les deux rapports disent « nous voulons nous adresser », et se sont adressés à l'ONU pour que l'ONU saisisse, le Conseil de sécurité saisisse le tribunal pénal international. Pourquoi? Parce que la Syrie n'ayant pas, l'État syrien n'ayant pas signé l'accord de Rome instituant le tribunal, il n'est pas compétent en principe en ce qui concerne la Syrie, sauf si le Conseil de sécurité le lui demande. Donc, Human Rights Watch a présenté cela au Conseil de sécurité, mais bien entendu, cela n'a pas eu de résultat. Et déjà, eux-mêmes, dans le rapport, disent que nous n'avons pas beaucoup d'illusions. Nous savons que le Conseil de sécurité, s'il voulait le présenter, il y aurait un veto russe et un veto chinois. Et c'est exactement la même chose aussi en ce qui concerne le document César, puisqu'il a été présenté aussi à l'ONU. Cela a suscité au début beaucoup d'émotions. Il y a des diplomates du monde entier qui se sont « oh là là, quelle horreur », etc. Et puis ça s'est arrêté là. Bon. Donc c'est pour cela que c'était, à mon avis, important qu'on revienne un peu en arrière pour voir comment nous en sommes arrivés là. Et quand j'ai commencé en disant que le régime de Hafez al-Assad dès 1970 s'est distingué un peu par ses méthodes carcérales, ce n'est pas que le régime qui l'a précédé ou qu'on n'a pas connu en Syrie durant la période, par exemple, de l'unité syro-égyptienne, des phénomènes d'emprisonnement, de détention arbitraire, de torture, etc. Ce n'est pas aussi qu'il n'y a pas dans d'autres pays arabes. On connaît la situation terrible qui a été celle de l'Irak sous Saddam Hussein, qui était celle de la Libye sous Kadhafi, mais aussi celle du Maroc dans la décennie noire, et qui a été après dénoncée justement par un certain nombre d'écrits très importants, Tazmamart et autres, et ainsi de suite. Et nous avons des documents terribles sur l'Arabie Saoudite, sur les prisons et les tortures. Et il en est de même un peu dans l'ensemble de ce continent malheureux qui est le monde arabe. Bon. Mais je veux dire que le geste par lequel a commencé Hafez al-Assad son long règne était déjà significatif. C'est-à-dire de jeter ses propres compagnons en prison. Bon, un président de la République, un chef d'état-major de l'armée, sans procès, et qui sont restés là jusqu'à leur mort pendant 25-28 ans, à peu près. Bon. C'est ensuite les gens des jeunes qui, pour leur appartenance à un groupe communiste, un tout petit groupe communiste, ont passé en prison 30 ans à peu près, comme Ahmad Chiha par exemple, bon, à partir du milieu des années 75. Bon. Et jusqu'à les horreurs des années 80, années qui ont commencé par le massacre en juillet 1980 de la prison de Palmyre, avec 1 millier à peu près de prisonniers qui ont été tués froidement par les sbires de Rafat al-Assad. Bon.
et pour se venger, soi-disant, de la tentative d'assassinat de son frère Hafez. Et puis, ça a été les dizaines de milliers de prisonniers appartenant à tout le spectre politique opposant syrien. Les frères musulmans, bien sûr, qui ont payé le prix lourd. Les bassistes pro-irakiens qui ont été aussi maltraités que les frères musulmans. Et puis, essentiellement, par ailleurs, les deux partis communistes, les deux groupements communistes, le Parti communiste bureau politique et le Parti d'action communiste, dont pratiquement tous les membres ont été en prison, et pour de très longues périodes, sans jugement. Et quand ils ont été jugés, d'ailleurs, comme nous allons voir pour certains cas, cela n'a pas signifié qu'à la fin de leur période des années de prison qui ont été assignées, qu'ils ont été libérés, mais leur détention s'est prolongée. De cela, nous avons une documentation extraordinaire, à vrai dire, sur cette situation. Il y a en Syrie, depuis déjà les années 70, à vrai dire, des petits signes, des écrits, plutôt à caractère littéraire, sur la prison. Parmi les premiers, des nouvelles de Brahim Samouil, par exemple, parmi les premiers. Bon. Et puis, il y a eu, plus tard, dans les années 80, à la fin des années 90, il y a eu des témoignages sous forme d'autofiction. Il y en a un qui était très fort, d'une femme qui s'appelle Hassib Abderrahman, communiste, qui a publié en 1998 un texte intitulé Le Cocon, Charnaqa, en arabe. Bon, elle le présente sous forme de roman, mais en fait c'est une autofiction, quoi. Et puis l'année d'après, on a le témoignage, cette fois-ci d'une femme qui appartenait au groupe des frères musulmans, Hibat Dabbar, qui a écrit un livre, un témoignage là, intitulé 5 minutes seulement, bon, et qui a été en fait en prison pendant de longues années et qui a subi des sévices terribles. Son livre est intéressant du point documentaire, bien que il est écrit sur un ton un peu, comment dire, un peu démagogique, si je peux dire, un peu trop oratoire. Bon. Il y a beaucoup de frères musulmans qui ont écrit des livres dont certains ont été publiés, d'autres non. Mais on les trouve sur le net. Bon. Mais à partir des années, surtout des années 2000, il y a tout ce qu'on a appelé la littérature contre l'oubli en Syrie qui s'est développée sous forme à la fois de témoignages, d'autofiction et de romans. On connaît beaucoup de... Bon, les noms qui ont émergé sont ceux de notre ami, par exemple, Mustafa Khalife, dont je salue la présence ici. Il y a l'un des premiers livres de Malik Darstani, Le Tournis de la liberté en 2002. Il y a... ce sont les gens qui ont été prisonniers eux-mêmes. Il y a aussi des romanciers qui ont écrit sur l'expérience carcérale, comme Khaled Khalifa, comme Rosé Yassine, etc. Bon. Nous avons une littérature qui est très riche et très abondante maintenant sur tout cela. Et après 2011, après le début de la Révolution, il y a eu de nouveaux écrits. En fait, ou bien on a publié d'anciens écrits, par exemple celui que je viens de recevoir de Ratib Chabo, Mazawara Aziz Joudran, Ratib Chabo qu'on a reçu ici le 12 avril, et qui est aussi un témoignage, même si c'est écrit, c'est considéré comme un roman, mais en fait c'est un témoignage terrible parce que Ratib Chabo a été en prison pendant 14 ans, dont 5 dans la terrible prison de Palmyre, je crois. Bon. Alors, là, on va lire des textes, comme le montrent tous ces auteurs. Il y avait deux types de pratiques de torture. Il y avait des pratiques
quand on torturait pour avoir des informations, c'est-à-dire des tortures utilitaires. Bon, on torture quelqu'un pour lui soutirer des informations, qui sont tes compagnons, qu'est-ce que tu as fait, etc. Mais il y avait aussi, à Palmyre, c'est tout à fait autre chose. À Palmyre, c'est un camp de concentration, c'est un véritable camp de concentration, où ce qui est fait est pour déshumaniser les prisonniers, comme le disent aussi nos auteurs, et, en citant leurs geôliers, en citant leurs bourreaux, nous voulons vous transformer en insectes. C'est-à-dire, bon, tous les témoignages concordent un peu sur cette situation. Ce n'est pas pour se tirer, ce n'est pas utilitaire, c'est pour humilier, pour abattre, pour détruire, et sans oublier aussi que Palmyre était l'un des centres les plus importants d'exécution, de pendaison d'opposants. Il y a probablement, selon des témoignages concordants, près de 10 000 personnes qui ont été pendues à Palmyre. Et on se rappelle que le ministre de la Défense de l'époque, Mostafa Tlass, a écrit dans ses mémoires qu'il signait chaque jour une centaine de condamnations à mort par pendaison durant ces années, au milieu des années 80. Bon. Donc, ce sont des témoignages essentiellement sur Palmyre qu'on va commencer à lire, que va lire Anne Segal, comédienne, Jean-Luc Lesbax, poète, et Georges Larboul, comédien. Nous commençons par deux textes de Mostafa Khalife tirés de son livre La Coquille. La Coquille est un livre, bon, c'est un roman, mais c'est un roman où tout ce qu'il y a à l'intérieur comme description des sévices subis par les prisonniers est absolument exact. C'est-à-dire, il a romancé son expérience en se présentant comme un ancien étudiant qui a fait des études de cinéma à Paris, etc. Et puis qu'il est chrétien, qu'il est rentré en Syrie, qu'il a été arrêté comme frère musulman. Enfin, tout ça, c'est de la fiction, mais toutes les descriptions qu'il donne sont rigoureusement exactes. Alors, le premier texte, c'est Georges. Un lundi, j'ai laissé le trou à Nassim pour qu'il observe les exécutions. Il s'est collé contre lui et on n'a plus dit un mot, ni fait un geste. Nassim disait souvent « ça alors ?» 2 heures après, il a fait un bond en arrière, s'est redressé et m'a regardé en faisant « ça alors ?» Il s'est tourné vers Hossein et lui a dit la même chose, puis vers les autres. Et il a encore répété « ça alors ?» Puis, se rapprochant de moi, il a dit à voix basse « ça alors ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais comment tu fais pour supporter de voir ça ? Regarde, mais regarde !» J'ai regardé à travers le trou. 8 corps pendaient par leurs cordes. Il y en avait aussi beaucoup par terre. Les 8 devaient être ceux de la dernière fournée. Le monstre était planté devant le 2e cadavre à partir de la gauche. Un homme corpulent. Le monstre frappait le corps avec un énorme gourdin et les policiers le regardaient faire en rigolant. À chaque coup de gourdin, il criait d'une voix puissante « Vive le président ! Notre âme, notre sang, nous te les offrons, président !» Nouveau coup de gourdin sur le cadavre. « Espèce de chien, tu complotes contre le président ?» Encore un coup de gourdin. « Sale pédé, notre président est le meilleur qui soit. » Un coup de gourdin. « Écartez-vous, connard, écartez-vous. » Un coup de gourdin. « Le président, nous le vénérons plus que Dieu. » Un coup de gourdin. Puis, la cadence se détraque. Les coups tombent comme s'il en pleuvait. Je songe. Est-ce qu'il aurait épuisé la réserve de slogans qu'il aura retenu à force de les entendre à la radio, à la télévision et dans les défilés officiels? On dirait que c'est ça. Parce qu'il passe à sa réserve personnelle, celle qu'il a ramassée dans la rue. Il s'arrête un peu de taper,
et puis un gros coup sur la tête dont j'entends vibrer les os. Sale chien, tu crois que vous faites le poids face au président? Coup de gourdin. Le président est l'homme le plus fort du monde. Encore un coup. Le président va niquer vos mères, je te dis. Un coup. Le président a la bite la plus longue du monde. Un coup. Il va vous niquer, vous et vos sœurs, un par un. Coup de gourdin. Le monstre fait une pause. Il est à bout de souffle. Après, il met un bout de gourdin entre les fesses du cadavre avec des gestes hystériques. Il le pousse. Tout le corps est propulsé vers l'avant. Le monstre continue à pousser. Il met l'autre extrémité du gourdin qu'il tient entre les mains à l'emplacement de son sexe et se met à pousser de cette manière en faisant vibrer son bas-ventre. À chaque secousse, il bugle. Notre âme, notre sang, nous te les offrons, président. Le gourdin est planté entre les fesses du cadavre qui n'arrête pas de se balancer. Les policiers rigolent. Le sergent, le tordu, s'avance en riant aux éclats. Il attrape le corps par devant et arrange sa position. Le monstre continue à presser le gourdin entre les fesses du mort en scandant « Notre âme, notre sang ». Le tordu pousse par devant, l'autre enfonce le gourdin par derrière. À un moment, la tête du cadavre s'échappe de la corde. De loin, on dirait que le cadavre a habilement bougé la tête pour se délivrer de la corde. Elle s'effondre face contre terre. Le gourdin glisse des mains du monstre et reste planté tout droit dans les fesses du cadavre. Le monstre fait un bond en l'air en hurlant un slogan qu'il a souvent entendu à la radio et à la télévision. « À bas le colonialisme, à bas l'impérialisme ». Le sergent, le tordu, répond en écho. « À bas l'impérialisme, à bas l'impérialisme. Vive le président, vive le président, vive le président, vive le président ». Toujours planté dans les fesses du cadavre, le gourdin se balance. « Vive le président, pour l'éternité, pour l'éternité. Vive le président, vive le président, vive le président. » À chaque viva, le gourdin oscille de droite et de gauche. Il y a 2 familles dans notre cellule. La première se compose de 4 frères, la seconde d'un père et de 3 fils. Au début des événements, entre le mouvement islamiste et le pouvoir, quand ont commencé les grandes vagues d'arrestations, ces 3 fils, qui étaient tous des militants de l'organisation armée, ont réussi à prendre la fuite et à disparaître. Quand ils ont pris d'assaut la maison, les hommes de la sécurité n'ont trouvé que le père. Ils l'ont emmené au renseignement. Il y est resté 2 mois sous interrogatoire. Ils voulaient qu'il leur indique l'endroit où étaient cachés ses fils. Ils n'en savaient vraiment rien. Au bout de 2 mois, on l'a envoyé à la capitale. Là aussi, on l'a interrogé, sans succès. Quand l'officier en a eu assez, il lui a dit qu'on allait le garder en prison comme otage jusqu'à ce que ses fils se rendent. En prison, le père se retrouva avec beaucoup d'autres gens comme lui. Pour plaisanter, les prisonniers les appelaient le clan des otages ou le parti des otages. Il resta plusieurs mois dans la capitale avant d'être transféré avec les autres à la prison du désert quand il n'y eut plus assez de place dans les lieux de détention des renseignements. 3 ans après l'arrestation du père, tous ses fils se trouvaient dans la prison du désert. Ils avaient été arrêtés l'un après l'autre. À la fin, grâce aux messages en morse, chacun sut où se trouvaient les autres. Mais, malgré l'arrestation des 3 fils, le père ne fut pas libéré. Encore 3 ans après, c'était leur procès devant le tribunal de campagne. Plus de 50 personnes devaient être jugées ce jour-là, assises par terre en colonne, 4 par 4, les mains croisées au-dessus de la tête dans les genoux, les yeux clos. La cour les appelle par leur prénom. Celui qui entend le sien doit sauter sur ses pieds et crier « Présent !» En moins d'une seconde, il doit se retrouver devant le comité. Il est jugé en 1 ou 2 minutes. Puis, en moins d'une seconde, il doit retourner à sa place et se rasseoir. C'est dans cette atmosphère que, malgré tout, le père et les frères se sont vus et transmis des salutations de bouche à oreille avant d'être appelés un par un. Le
procès était fini quand il semble qu'un officier a remarqué qu'ils avaient tous les quatre le même nom. Le comité a alors demandé aux policiers de faire revenir le père et ses 3 fils. Le comité, c'était 3 officiers avachis et le directeur de la prison. Ils étaient dispersés à quelque distance du poêle qui flamboyait. Il faisait assez chaud dans la pièce. Ils buvaient du café, fumaient, se racontaient des histoires drôles. Au moment où les 4 hommes sont entrés, le directeur de la prison était en train de raconter une blague. Ils sont restés plantés près de la porte fermée d'un air soumis. Personne n'a prêté attention à eux. On s'esclaffait, on faisait des commentaires. Quelques minutes plus tard, un officier s'est retourné et les a fixés du regard. L'ambiance était toujours à la rigolade. Il a dit au père, « Alors vieux, vous avez le même nom? Vous êtes de la même famille ?»« Oui, Sidi, ce sont mes enfants et je suis leur père. » Un autre officier a pris le relais. « Dis-moi, vieux, tu as d'autres enfants ?»« Non, Sidi, je vous le jure, ce sont mes seuls enfants. »« Alors, dans la famille, vous êtes tous des bandits et des collabos ?»« Oh non, Sidi, nous sommes de pauvres gens. Nous ne comptons que sur Dieu. Il est notre meilleur protecteur. » Le directeur de la prison s'en est mêlé. Il a demandé au père, « Quel âge tu as, toi ?»« Je ne sais pas exactement, Sidi. Peut-être plus de 70 ans. »« Plus de 70 ans? Et tu as encore la force de frapper et de tuer ?» Sidi, Dieu est témoin, nous n'avons ni tué ni frappé, mais le feu est passé tout près de nous et nous a emportés dans le brasier. Tu n'es pas bien facile, vieillard de malheur. Ça fait combien de temps que tu es en prison, dit ? Sidi, peut-être 6 ou 7 ans. Et toutes ces années, ta femme ne t'a pas manqué ? Sidi, à mon âge, après tout ça, on n'aspire qu'à la fin. D'accord, on a compris. Mais à part ça, tu sens pas qu'il te manque quelque chose ? À dire vrai, Sidi, je suis vieux maintenant. J'ai beaucoup de mal à me déplacer. Si vous mettez mes fils avec moi pour qu'ils s'occupent de moi, je vous serai bien obligé. Le directeur de la prison a donné l'ordre qu'on déplace ses fils dans sa cellule, puis le membre du comité a repris la parole pour s'adresser au père. « Dis-moi, vieux, tu t'attends à quel jugement pour toi et tes fils ?» Sidi, la clémence de Dieu est vaste, et vous jugez toujours avec justice. Alors écoute-moi, vous êtes 4 d'une même famille, et nous en avons condamné 3 à la peine capitale. Maintenant, tu dois choisir qui sera exécuté et qui sera en vie. Que Dieu vous prête longue vie, Sidi, et qui prête longue vie à vos enfants. Si c'est comme ça, c'est Assad qui doit rester en vie. Quant à nous 3, que Dieu s'occupe de nous. C'est qui, Assad ? C'est lui, votre serviteur, Sidi. Pourquoi c'est lui que tu as choisi, vieillard ? Moi, je suis un vieil homme, Sidi. J'ai consommé ma vie. Saad et Saïd sont mariés depuis longtemps et ils ont des enfants. Quand on a des enfants, on ne meurt pas. Mais Assad n'est pas marié. Il est encore dans la fleur de l'âge. C'est dommage de couper une fleur, n'est-ce pas, Sidi ? Oui, vieillard, c'est ça. Policier, amène-les et mets-les dans la même cellule. Toute la famille est revenue dans notre cellule. Cette histoire, ce dialogue, je les ai entendus des dizaines de fois en 2 ans. Il y a 5 jours, un jeudi, un policier a apporté la liste des exécutions et nous a lu les noms qui concernaient notre cellule. C'était Saad, Saïd et Assad. Le père a éclaté. Assad dormait encore, Saad et Saïd se sont levés et sont allés vers sa paillasse pour le réveiller. Ils l'appelaient par son prénom à tour de rôle. Assad, hé frérot, Assad, réveille-toi, lève-toi frérot, lève-toi. Assad, c'est la volonté de Dieu, on ne peut pas y échapper. Assad, mon frère. Assad a fini par se réveiller. Il a regardé ses 2 frères, de part et d'autre de la paillasse. Il s'est assis, en continuant à les fixer d'un air interloqué. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Mais lève-toi. Il faut qu'on aille faire notre toilette, nos ablutions et notre prière. Après, on dira adieu aux gens. Les traits d'Assad se sont figés. Puis il a regardé à nouveau ses frères. Moi aussi ? Oui, toi aussi. Il n'y a de puissance et de force qu'en Dieu. Il est notre meilleur protecteur. Nous nous en remettons à lui. Les 3 frères se sont dirigés vers les lavabos. Le coin était vide, on l'avait laissé pour eux. Le père, de 70 ans, a bondi dans le couloir au bout de la cellule en agitant les mains, incrédule. Il s'est avancé vers le centre de la pièce, s'est planté sous la lucarne, par où le garde regardait d'habitude, et a levé les yeux vers le ciel. « Mon Dieu !» a-t-il fait d'une voix chevrotante mais assez forte. « Seigneur des univers, j'ai passé ma vie à jeûner et prier, et te vénérer, Dieu. Je ne veux pas blasphémer. Loin de moi cette idée, et que tu m'en préserves. Je veux juste poser une question. Pourquoi ?» Et d'une voix plus forte, presque un cri, il s'est tourné vers les autres. « Hein, pourquoi est-ce que tu laisses ces tyrans faire ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as à dire ? Tu vas dire que si Dieu prend son temps, il finit toujours par se souvenir de ceux qu'il doit punir ? Est-ce que ça me rendra mes fils, Dieu ?
Tu es d'accord pour que mon fils de 25 ans soit mis à mort par ces tyrans, dis-moi? Réponds-moi. Pourquoi ce silence? Dieu me préserve du mal. Dieu me préserve du mal. Imagine que tu as 3 fils et qu'on les amène tous à la mort d'un seul coup. Qu'est-ce que tu ferais, hein? Bon, réponds juste à cette petite question. Toi, le Seigneur des univers, tu es avec nous ou avec les tyrans? Jusqu'ici, tout indique que tu es avec eux. Avec les tyrans. Dieu me préserve du mal. Mon Dieu, par ta noblesse et ta splendeur, rends-moi juste Assad. Ne le laisse pas mourir. Je ne te demande pas les 3. Je veux juste Assad, toi qui es capable de tout. Le silence plane sur la cellule. Abou Saad finit aussi par se taire. Il s'assoit par terre et met sa tête entre ses mains. Peu après, les 3 frères reviennent des lavabos. Ils font leur dernière prière et se mettent à dire adieu. Abou Saad ne bouge pas de sa place. Il garde la tête entre les mains. Les 3 frères ont dit adieu à tout le monde. Ils viennent se mettre devant leur père, qui a toujours la tête baissée. Il s'assoit autour de lui. Saad lui dit « Papa, tu veux pas nous dire adieu? Je t'en supplie, ne nous torture pas. Ce sont de derniers instants, je baiserai ta main. » Le père relève la tête et les embrasse du regard, l'air interdit, ravagé. Il lève les bras vers eux. Ses enfants prennent ses mains et se mettent à les embrasser. Ils éclatent tous les 4 en sanglots, poignants et lugubres. Toute la cellule se met à pleurer. Tous les hommes sanglotent et suffoquent en cœur. Merci. Le deuxième livre duquel on a extrait aussi 2 textes, c'est celui d'Aram Karabet, qui est un citoyen syrien d'origine arménienne, qui a été arrêté à Hasakeh en 1987 pour appartenance au Parti communiste bureau politique et qui a passé 13 ans en prison. Il a écrit ce livre sous le titre Voyage vers l'inconnu et qui a été traduit en français sous le titre 13 ans dans les prisons syriennes. À ce propos, à l'entrée, il y a le livre de Mustafa Khalif El Akoki et le livre d'Aram Karabet, 13 ans dans les prisons syriennes, pour ceux qui veulent se les procurer. Aram Karabet a aussi, comme tous ces prisonniers étaient arrêtés, à Hasakeh, puis transférés à Damas, puis après, parce qu'il tenait bon, parce qu'il refusait de collaborer, parce et même quand leur période de prison finissait, ils étaient gardés ou transférés à Palmyre pour les punir de leur ténacité, disons. Et Aram a fait partie de ces gens où il est resté, je crois, 5 ans aussi dans le terrible prison de Palmyre. Anne va nous lire un premier extrait d'Aram Karabet. À Palmyre, tout s'appelait Charaka. Le sac de pain s'appelait Charaka. De même, l'étagère improvisée sur laquelle nous posions nos vêtements. De même, le sac rempli de médicaments ou de légumes. De même, la bâche de plastique qui obstruait l'ouverture du toit. Tout ce qu'on utilisait dans la prison s'appelait Charaka. Aucun des prisonniers n'avait de nom, pas même de numéro. S'ils étaient à l'extérieur, ils étaient appelés par le nom ou le numéro du dortoir auquel ils appartenaient. S'ils étaient à l'intérieur, ils étaient appelés par la couleur de leurs chaussures, de leurs vêtements, de leurs pyjamas. Toi, avec les chaussures marron. Toi, avec le pyjama vert. Toi, le malade. Toi, le petit. Toi, le grand. Enculé. Fils de pute, salope, etc. Tout le personnel de la prison, du directeur aux policiers ordinaires, en passant par les adjudants, les surveillants, les policiers, tous s'appelaient sergent-chef. Voilà ce qui restait de la richesse de la langue arabe. Quand un prisonnier sortait et se retrouvait devant un agent, il saluait et restait cloué sur place, la tête baissée, les yeux fermés, attendant ce que le policier allait faire de lui. Ensuite, c'était la chance qui décidait.
Le sergent-chef allait peut-être le frapper, lui cracher dessus, lui ordonner d'embrasser ses bottes ou bien de manger un morceau de pain coincé sous sa semelle. Peut-être allait-il le renverser par terre et mettre son pied dans sa bouche ou entre ses fesses. Peut-être allait-il monter sur son dos, ou bien le rouer de coups, de bottes, ou bien le laisser ainsi sur place. Peut-être allait-il demander aux autres agents de venir le torturer, l'insulter ou rire de lui. Peut-être allait-il lui ordonner de marcher à quatre pattes, tandis que le câble s'abattrait sur son dos et ses fesses avec les crachats et les insultes, ou bien il mettrait 3 ou 4 bidons de 20 litres sur son dos et lui dirait d'avancer. Très souvent, ils ordonnaient aux prisonniers de fermer les yeux, puis d'avancer. Sa tête cognait brutalement le mur. Il riait à gorge déployée. « Alors, t'es aveugle, tu vois pas devant toi ?» Il n'était pas rare d'entendre un agent dire à son responsable direct « Je t'en prie, permets-moi d'en faire sortir un pour le fouetter et me défouler sur lui. » Qu'on s'imagine être attaché par un de ces monstres et rossé jusqu'à ce qu'il se rassasie. Ces geôliers étaient de simples conscrits, pas des soldats de métier. Ils faisaient leur service militaire et n'avaient pas plus de 18 ou 20 ans. Quelle agressivité déchaînée, dépourvue de tout motif, peut bien habiter le cœur d'un jeune homme de cet âge pour qu'il en vienne à souhaiter fouetter un prisonnier qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu de sa vie. Telle est la relation dans mon pays entre le bourreau et la victime. L'un a des bottes cirées, l'autre la tête baissée. C'est ainsi que nos peuples et nos pays ont été dénaturés. Cette forme de relation est un indice du mépris réciproque que se voue le pouvoir et la société. Que personne, quel qu'il soit, ne s'imagine échapper à cette équation, même s'il est confortablement assis chez lui. Quoi qu'on fasse pour se persuader qu'on est en sécurité, chacun d'entre nous est à leur merci. Le bourreau méprise sa victime afin de compenser son sentiment d'infériorité, sa situation obscure, son déshonneur. Son dédain est une conséquence du mépris qu'il éprouve pour lui-même et pour sa basse origine. Le bourreau est un homme de rien, autant dans sa constitution psychologique et morale que dans son éducation et la vie qu'il mène. L'arrivée au pouvoir d'hommes d'une pareille trempe ne change en rien leur nature. Au contraire, la pratique du pouvoir ôte le voile derrière lequel ils se cachaient, révélant toute leur bassesse. C'est pourquoi le pouvoir en Syrie s'efforce toujours à l'extérieur de paraître civilisé dans le moindre de ses gestes. Ainsi, espère-t-il faire oublier ses viles origines. Merci. Merci. Georges, poursuivez aussi du même livre. Les uns contre les autres. Le halètement montait et descendait dans les poitrines. Les yeux étaient fermés, les têtes et les troncs inclinés. On était contre le mur. Un groupe de 5 et un groupe de 6. Ils nous entourèrent. À chaque seconde, un agent s'approchait de l'un de nous au hasard et l'observait pour choisir où il allait frapper. Il le soupesait des yeux, le contemplait, plein d'une obscure concupiscence. Ouvrait grand les mains, puis lui assénait un coup sournois. La gifle arrivait par le bas, heurtant de plein fouet le nez et les yeux, aussitôt suivi d'un coup de botte dans le derrière. Il se délectait. « Viens ici, fils de pute, ferme les yeux, lève la tête, mon joli. » Il passait ses mains sur son visage comme le fait le coiffeur quand il pose la lame de rasoir sur la peau. Et lui empoignait le visage à 2 mains, puis poussait un profond soupir. « Quelle belle gueule t'as, espèce d'enculé. Reste comme ça. » Et lui tapotait et lui caressait la joue, du dos et du plat de la main. Puis élevait sa paume et avec tout ce qu'il avait de brutalité, lui assénait une gifle qui le faisait tomber à terre, laissant un très fort bourdonnement dans ses oreilles. Les gifles se succédaient
des deux côtés, jusqu'à ce que le bourreau se lasse. La plupart d'entre nous tremblaient, ne sachant d'où arrivait le prochain coup. La tempête de coups de poigne et de coups de pied se calmait un peu. Leur chef se mit à nous choisir un par un. Il en désignait un, l'attrapait et le bourrait de coups, le couvrait de crachats et d'insultes. À chaque seconde, on entendait ici ou là des halètements enroués et le bruit d'un corps tombant à terre. L'un d'eux attrapa Marizk et se mit à le couvrir de coups. « C'est toi, le chef de cellule ?» Il ne répondit pas. Il se remit à le frapper en braillant toujours la même question jusqu'à ce que l'autre lâche enfin « Non, je ne suis pas le chef de cellule. » Ils s'en prirent à Bakr Sedki, à Safwan Akash, à Abdelkarim Issa. Ils les passèrent à tabac en posant la même question, à laquelle ils reçurent la même réponse. Ils arrivèrent à moi. « C'est toi le chef de cellule ?» « Non. »« On vous a nommé un chef de cellule. Il est où ?»« Je ne sais pas, mais ce n'est pas moi. » J'étais torse nu et n'avais qu'une moitié de ténias sur la tête en cet hiver froid. Ils m'assaillèrent de tous côtés, m'encerclèrent. Leurs coups m'atteignaient partout en même temps. On aurait dit que j'étais un rocher à abattre à coups de pioche. Gifles sur le visage, coups de poing dans le ventre, le dos, la poitrine, la tête, coups de pied dans les fesses. Ils me jetèrent au sol, face contre terre. Ils montèrent sur mon dos et me putanèrent. Puis ils m'en retournèrent de l'autre côté, visage face au leur. « Ferme les yeux !» hurlèrent-ils. Ils se mirent à me bourrer de coups, de pieds, le ventre, la taille, les cuisses, les jambes. Les coups et les cris m'arrivaient de partout, mais ils visaient particulièrement mon visage, comme si celui-ci leur posait problème. Je ne savais plus d'où m'arrivaient les gifles. Le sang coulait de ma bouche, de mon nez, de mes oreilles. J'avais des bleus sur tout le visage, et tout mon corps enflé. Ils n'étaient toujours pas rassasiés. Ils m'attrapèrent par les pieds et me traînèrent par terre tout en me frappant et m'insultant. Leur galpissement se mêlait à des rires vulgaires. Chaque fois qu'ils voyaient le sang couler, ils redoublaient de férocité. Ce dont j'avais le plus peur, c'était qu'ils me défigurent ou me mutilent. Je craignais qu'ils me crèvent un œil, qu'ils me percent le tympan ou qu'ils me laissent entièrement paralysé. Les laissant décider de mon aspect futur, je m'en remis à mon destin. Je ne pouvais pas voir leur visage. Je ne distinguais plus entre leur halètement haineux et le mien. Je me recroquevillais sur moi-même, essayais de protéger ma tête, mais ils écartaient brutalement mes bras pour pouvoir atteindre l'endroit qu'ils visaient. Ils étaient grands et corpulents. La paume de leurs mains faisait 3 fois celle d'un homme normal. « À partir de maintenant, c'est toi le chef de cellule », lâchèrent-ils. Je ne répondis pas. L'un d'eux m'envoya un coup de pied accompagné d'un crachat. « Lève-toi, fils de pute !» Je me levai comme il l'avait ordonné. « Mets-toi au garde à vous, visage vers la terre. Tu es chef de cellule. Répète ce qu'on te dit. » « Je suis chef de cellule. »« T'es pas encore bien appris. Viens là, fils de pute. » Les yeux fermés, je marchais dans la direction d'où venait la voix. « Garde les yeux fermés, lève la tête, reste au garde à vous. » Je fis comme il ordonnait. Il se mit à me gifler de toutes ses forces. À chaque coup, je tombais par terre. Un fort bourdonnement éclatait dans mon oreille, engourdissant mon visage et tout mon crâne. L'un d'eux m'attrapait et me relevait, me ramenait vers la source de la voix et me maintenait debout pour que je reçoive un nouveau coup. Quand ils furent rassasiés, un silence total se fit. Je me relevai encore une fois, tête baissée parmi eux, couvert de poussière et de saleté, de traces de semelles, silencieux. Je respirais avec difficulté et essayais de reprendre mon souffle. Ils m'entourèrent, m'observant sans prononcer un mot, sans m'insulter, sans laisser entendre le moindre son. Peut-être sentirent-ils que c'était suffisant pour aujourd'hui. Ils s'en allèrent calmement, comme si rien ne s'était passé. Ils avaient fait leur devoir, ils avaient rempli leur fonction.
Après être sorti du dortoir, ils me disent « Viens, tire la porte ». J'attrapais la corde attachée au fer de la porte et tirais. Appuyé sur mes camarades, j'entrais dans les toilettes. Je nettoyais mon visage et ma tête à l'eau froide. Je regardais les visages brisés, cassures profondes. J'avais le vertige. Qu'allons-nous faire ? Demandai-je à mes 10 compagnons. On ne va rien faire. On n'a pas d'autre choix que de supporter, me répondit-il. Je me dirigeais vers mon lit. Je ne m'étais pas plutôt assis que la sentinelle tapa du pied contre le toit. « Fils de pute, chef de cellule !» Je répondis, un tapin du pied. « Présent, sergent-chef !» « Ne vous approchez pas du porte extérieure, tas de merde. Vous vous êtes rasé la tête ?»« On est en train de le faire, sergent-chef. Quand je tape sur le toit, tu te mets au garde à vous, fils de pute. Et les autres restent à leur place. Prends la position de l'exercice 9. 1, 2, 1, 2. » Je me mis à exécuter péniblement l'exercice. Couche-toi par terre, debout, couché, debout. Marche à 4 pattes, fils de pute, sur les genoux et les coudes. J'exécutais ce qu'il me disait de faire. Puis il ordonna à tout le monde de marcher à 4 pattes. Toi, avec le pyjama jaune, amène un bidon d'eau de 20 litres, arrose-les et puis arrose-toi toi-même. L'homme au pyjama jaune se mit à verser l'eau sur nous pendant qu'on était à 4 pattes. L'air glacé soufflait de la charaka ouverte et des petits lucrins donnant vers l'ouest. Nos vêtements étaient trempés, nos corps exténués de torture. Merci, merci. C'est le livre de notre ami Hassan Saleh, qui a été, qui n'est pas qu'un témoignage comme les deux autres, mais qui est à la fois un témoignage et sur les 16 ans de prison qu'il a passé entre 1980 et 1996, dont une année à Palmyre, mais sur aussi, il y a une réflexion et une analyse de l'expérience carcérale, de la littérature carcérale, et ce qui est fait, à mon avis, aussi l'importance de ce livre, c'est toute la partie concernant l'univers des anciens détenus politiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils sont devenus une fois qu'ils sont sortis de prison. Et là, vraiment, il y a une analyse très fine, parce qu'il montre comment cela dépend de plein de choses, bien entendu. Il y en a ceux qui étaient complètement condamnés et qui ne pouvaient plus s'insérer dans la société du tout, essentiellement des frères musulmans, qui sortaient, qui parvenaient à sortir indemnes, enfin, si l'on peut dire, de prison. Mais les autres qui, selon leurs conditions, par exemple, est-ce qu'ils étaient célibataires ou mariés, est-ce qu'ils ont des enfants ou non, quelle est la situation pécuniaire de leur famille, est-ce qu'ils ont une formation, est-ce qu'ils connaissent des langues étrangères ou non, etc. C'est-à-dire, chacun selon ce qu'il est, comment il a pu s'insérer et revivre plus tard. Bon, là, je crois que c'est quelque chose qui est très bon. C'est ce que j'ai lu personnellement de meilleur sur l'expérience carcérale, pas seulement en Syrie d'ailleurs, sur l'après-condition. Et puis, bon, il y a dans les 3 textes, d'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, dans les 3 textes, ce qui est très beau, c'est que jamais ces anciens prisonniers ne posent en héros. C'est-à-dire, jamais vous n'avez la personne, moi qui a passé dans la prison, j'ose dire telle chose, j'ose vous dire qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est-à-dire, il y a chez eux tous, ils reconnaissent même leur moment de faiblesse en prison et en dehors de la prison, tous les 3 en tout cas, qu'on a traduit en français. Et en plus, je voulais dire aussi que ils disent tous finalement comment la prison les a changés,
comment la prison les a changés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus ce qu'ils sont en prison. Bon, alors il y en a qui ont pu faire des études en prison, qui ont étudié une langue étrangère. Yassine Hassalah, par exemple, il dit que la plupart des intellectuels n'étaient pas intellectuels avant d'entrer en prison, mais sont devenus intellectuels au sortir de la prison. Bon, et ainsi de suite. Bon, ou écrivains, ou artistes, etc. On va lire 3 courts textes du livre de Yassine Hassalah avant de revenir un tout petit peu à la situation sous Bachar al-Assad et à la situation après la révolution. Qui va lire le premier texte? C'est vous, oui. L'érosion de l'intimité. Oui. Le pire en prison est peut-être que, contrairement à la manière dont les choses se passent à l'extérieur, nos défauts et nos insuffisances apparaissent facilement et rapidement à notre entourage. Le menteur se grille en quelques jours ou quelques semaines. Le goinfre se révèle au premier repas. Le lâche est reconnu comme tel à la première épreuve. L'avare ne peut pas cacher bien longtemps son vice. Quant au géniard à l'humeur instable, il ne tardera pas à changer en enfer la vie de ses compagnons. De plus, une longue promiscuité menace de les faire basculer tous dans la trivialité, leur faisant perdre leur respect mutuel ainsi que leur amour-propre. La prison détruit un droit essentiel de l'être humain, celui de donner de lui-même l'image qui lui convient, d'éviter un perpétuel examen révélant ses défauts, ses fragilités ou ses déséquilibres. Elle détruit surtout son droit à l'intimité, à ne pas être exposé 24 heures sur 24 aux yeux des autres, si compatissants soient-ils, et eux-mêmes exposés au même examen sans fin. Qui voudrait que sa chambre à coucher soit accessible au regard de quiconque passe dans la rue? En prison, il n'y a pas de secret. C'est le lieu par excellence où l'on perd toute intimité, où l'on vit, jour et nuit, totalement à découvert. Ce que la prison révèle de nous, est-ce notre vérité? Est-ce ce que nous sommes vraiment? Ou bien est-ce l'une des potentialités de notre être? La détention est une condition anormale et inhumaine. Elle renforce en nous certains penchants que, sans cela, nous aurions peut-être ignoré notre vie durant. L'expérience fondatrice de chaque détenu, qui est essentiellement une expérience de torture, j'entends par là l'interrogatoire, détermine en grande partie quelle sera sa condition en prison. Pourtant, la plupart du temps, celui qui a tenu est à un cheveu de celui qui a craqué. Dans un pays gouverné par l'arbitraire comme le nôtre, c'est peut-être la chance, le hasard ou bien un piston qui décideront pour le détenu de son comportement dans cette expérience qui elle-même déterminera son destin de prisonnier et d'être humain. L'interrogatoire n'est pas l'unique facteur, mais c'est celui qui a la plus grande influence sur le destin du détenu au sein de la prison. Celui qui en sort indemne, ou bien avec un minimum de dommages, aura beaucoup plus de chances de démontrer des compétences et des mérites. Et bien que cette expérience ne joue pas forcément un rôle décisif dans les relations entre prisonniers, surtout s'ils n'essaient pas de se dissimuler la vérité, elle détermine sans aucun doute leur relation à eux-mêmes. Deuxième extrait. Un parcours d'apprentissage. Si l'on se contente de subir la réclusion ou d'attendre passivement la libération, il est difficile de surmonter la prison. Pour plusieurs d'entre nous, ce sont les livres qui nous ont aidés à nous en sortir. Dans mes accès de nostalgie, ce qui me manque plus que tout, ce sont les livres. Sans eux, je me serais probablement effondrée plus vite que d'autres. Je crois pouvoir dire que je lis aujourd'hui plus qu'en prison. Cependant, là-bas, aucune espèce de considération ne venait me distraire de mes lectures. Après un certain temps de détention, de 2 ou 5 ans, la vie du prisonnier prend une tournure plus routinière. Elle perd son caractère d'inédit, d'étrangeté. En temps normal, le système nerveux s'emploie sans cesse à appréhender de nouvelles choses et à leur trouver une place appropriée. En détention,
Étant donné la rareté des changements, il est bien moins sollicité et donc davantage disponible pour traiter ce que nous apporte la lecture. Or, quand on est jeune, chaque nouvelle lecture nous éduque, nous enrichit. On peut illustrer cela par une équation toute simple. La première œuvre qu'on lit constitue la totalité de notre culture. La centième n'en représente plus qu'un centième, et la millième, un millième. Bien sûr, la chose est plus complexe, dans la mesure où notre intellect ne reste pas inchangé du premier au millième livre. Entre-temps, notre aptitude à comprendre, à articuler les idées entre elles, s'est développée. En revanche, notre capacité à inventer et à forger de nouveaux schémas de pensée régresse avec le temps. En prison, lire est immédiatement constructif, ainsi comme a fortiori pour un jeune mon passé au présent. Une passerelle, car ma nostalgie tient au fait que mon travail et ma vie actuelle reposent sur ce que j'ai appris en prison et non sur ma formation universitaire. Peut-être cela ne vaut-il pas pour d'autres, mais pour moi, c'est fondamental. C'est à la prison que je dois l'écriture. C'est là que j'ai eu l'occasion de lire à un rythme plutôt soutenu, puis de me mettre à écrire. Cela lui confère une qualité fondatrice qui en ferait presque un paradis perdu. Ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres lecteurs ou pour des écrivains qui vivent d'autres choses, car le souvenir n'est pas sans rapport avec les logiques économiques et les nécessités de la vie. Il va de soi que la nostalgie pour la prison n'est pas le désir d'y retourner, et que je n'aspire pas à être incarcéré de nouveau. Cela prend du temps de se faire à la vie carcérale, et pour quelqu'un qui, comme moi, est long à la détente, il faut bien 2 ou 3 ans pour se désédentariser psychologiquement. Encore faut-il préciser que dans mon cas, cela a été rendu possible dans la mesure où les autorités n'ont pas prohibé les livres, ni laissé passer des années avant de nous permettre d'y accéder au compte-gouttes. Bien entendu, tout cela se passe après 2-3 années d'incarcération, de torture, etc. Et bien entendu, il n'y a pas de livre à Palmyre. Il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de papier. Bon, c'est-à-dire ceux qui ont été là, connu l'expérience, ils n'avaient accès à rien. Et d'ailleurs, Moustapha Khalifa raconte dans La Coquille un jour qu'une tempête du désert a amené un journal par la chalaqa, justement, par le plafond, et comment ils ont sauté dessus. Et c'était un journal qui datait de quelques années. Mais pour eux, c'était quelque chose, une lecture comme s'ils avaient des nouvelles du pays alors qu'ils étaient enfermés depuis des années. Je veux dire, là Palmyre, c'est autre chose. Et d'ailleurs, Yassine Hassan aussi, il explique très bien que tout ce qu'il dit sur ses expériences, sur l'enrichissement en prison, etc., c'est pas que Palmyre, c'est la non-vie. Tout simplement, c'est un camp de concentration. Bon. Un troisième texte. Les temps de la prison. La relation du prisonnier au temps est complexe et paradoxale. Il est vrai que les prisonniers qui lisent peuvent culturellement être contemporains du monde extérieur. La radio et la télévision nous offrent de suivre correctement l'évolution de la politique, de la musique, du goût. Et c'est une autre affaire si nous-mêmes préférons rester à l'écart et refuser en bloc ou en partie la modernisation proposée par ces moyens de communication. Mais dans le même temps, d'autres dimensions de notre personnalité cessent de croître, s'atrophient. Ceci s'applique en particulier au domaine des sentiments. La prison est un monde sans femme ou sans homme, sans relation sentimentale, sans conquête amoureuse, sans vie sexuelle, sans crise affective aiguë ni apaisement de celle-ci. Après la libération, on paye le prix de cette interruption de croissance. Il est très rare qu'il nous soit donné de rattraper sereinement ces années durant lesquelles nous n'avons pas mûri affectivement. Après la prison, nous en voyons tout, de toutes les couleurs,
dans nos relations avec les femmes. Les uns plus que les autres, mais c'est un passage obligé. Je rattache cela au fait que nous essayons de reprendre notre vie au point où elle s'était interrompue lors de notre arrestation. Après des déboires inévitables, il apparaît que nous ne sommes pas autorisés à vivre les années que nous avons perdues. Notre entourage a d'autres attentes à notre égard. Il n'accepte que très peu de temps ces tentatives. Et si l'on se révolte contre ces attentes, il nous emprisonne à nouveau, alors c'est le corps qui refuse d'obéir. Après un certain temps, quelques années en général, nous nous réglons sur ce qui est supposé être notre âge véritable. Et nous nous réconcilions avec les années que nous avons volées pour ne pas perdre celles qui nous restent. Il y a aussi le temps des corps, un temps physique qui se faufile même à l'intérieur des prisons les plus hermétiques, pour y laisser ses traces, les cheveux blancs, les rides, la calvitie, les douleurs de dos, la chute des dents. Cela si l'interrogatoire ou la longueur de la détention n'a pas entraîné chez le prisonnier une infirmité permanente. Merci. Tout cela, on va passer à autre chose. Mais avant, je n'ai cité au début que des textes à lire. Il y a bien sûr du cinéma, plusieurs films qui ont documenté aussi l'expérience carcérale. Je crois que le premier film qui a traité du sujet, c'est un film de Mohamed Malas et Hala Abdallah, qui s'intitule « Sur le sable sous le soleil » et qui date de 1999. C'était l'un des premiers films où on a des témoignages de prisonniers, d'anciens prisonniers. Ensuite, il y a eu un film qu'on a vu à 2 reprises. Ce film, on l'a pas vu depuis longtemps, et je crois que ça vaut la peine de le revoir maintenant. Le film de notre ami Ali Latassi, Ibn al-Am, le cousin, sur qui est un portrait de Riyad Turk, et Riyad Turk qui parle de son expérience, et un beau film. Et puis, il y a les 2 films de Hala Mohammed qui ont été présentés à la télé, qui sont des entretiens avec, chaque fois avec 3 anciens prisonniers. Il y en a un qui s'appelait le Qat'at al-Halwa, le gâteau ou la pâtisserie, et l'autre, je crois, Rihla ila Zakirawi, un voyage vers la mémoire, dans lequel on voyait où il est question de Palmyre, justement, de 3 anciens prisonniers de Palmyre. Et il y avait dans ce film des entretiens avec, entre autres, Faraj Bayradar, Ghassan Jba'i et Yassine, justement. Et puis dernièrement, j'ai vu, moi, un film aussi qui reprend aussi, avec Ghassan Jba'i, l'expérience, c'est Ma chambre syrienne, qui est sortie en 2015 de Hazem Hamoui, et auquel a contribué encore notre ami Hala Abdallah, et où on voit justement où il y a l'un des personnages du film, et Ghassan Jba'i. Voilà. Maintenant, je ne vais pas lire un texte, mais je vais vous rappeler quand même que quand Bachar est arrivé au pouvoir, quand il a succédé à son père, on a beaucoup parlé que lui-même, dans son discours, qu'on allait passer vers une autre ère, etc. Et finalement, on a vu que dès l'an 2000, ce n'est pas quelques années après, comme on l'a imaginé, quand il y a eu l'affaire Hariri et que il y a eu une pression sur la Syrie, etc. Mais dès l'an 2000, les anciennes méthodes n'ont pas changé, ni dans les arrestations arbitraires, ni dans les sévices portés aux prisonniers politiques en Syrie. Et je suis tombé sur un texte qui a été publié sur 2-3 jours dans le Quds al-Arabi, le journal de Londres, qui raconte l'histoire d'un basketteur irakien
Hilal Abdelrazak ou Hilal Abdelrazak, qui a été arrêté à Hama, tout simplement parce que son nom ou son numéro de téléphone figurait sur un carnet qui a été saisi sur un type recherché. Et lui, bon, après Hama, il a été transféré à la prison à Damas, qui est le fameux centre de détention dit la branche Palestine, Palestine. Et il raconte, lui qui n'est pas politique du tout, qui n'est pas opposant, qui n'a rien à voir, qui n'est pas syrien, bon, mais, et qui est de nationalité, qui était de nationalité britannique, alors qu'il n'a pas été, il est condamné pour rien, il est poursuivi pour rien, bon, mais il raconte ce qu'il a vu et entendu autour. Et c'est assez intéressant. J'ai noté deux, trois petites choses qui montrent un peu les pratiques de la... Bon. Il dit, d'abord à Hama, une fois transféré dans une cellule commune, je me retrouvais avec 15 autres prisonniers avec qui je procédais à un échange d'informations. Je demandais à chacun ce dont l'accusé. Je vous communique la liste des crimes. Le premier s'était abstenu de voter pour Bachar al-Assad aux élections présidentielles et fut en conséquence traîné en prison où il fut violemment battu pour cause de rébellion. Le deuxième fut accusé dans l'un des rapports des renseignements d'avoir prononcé la phrase suivante: « Les habitants d'Alep et de Hama sont des héros parce qu'ils ont résisté. » Il avait 4 ans lorsque le massacre de Hama eut lieu, ou avait eu lieu. Il fut néanmoins battu à coups de câble électrique pour qu'il avoue avoir dit cela. Le troisième se référa tristement à une conversation téléphonique qu'il avait eue avec un proche et au cours de laquelle il avait annoncé qu'il partait pour Qardaha dans le cadre d'une délégation officielle pour se rendre sur la tombe du président. Quand son interlocuteur s'enquit de ce qu'il allait porter, il répondit des sous-vêtements rouges. Il ne se doutait pas qu'il était sur écoute et fut arrêté le jour même. Les bourreaux remplirent leur promesse de rendre ces sous-vêtements rouges. Le quatrième fut arrêté parce que du matériel de fouilles archéologiques avait été trouvé chez lui, etc. Et puis, il a été transféré donc à Damas dans la Palestine, la fameuse branche Palestine. Et là, il raconte aussi quelques cas de prisonniers. Tout ça, c'est en 2000, en l'an 2000. Hein, on n'est pas encore... bon. Suleiman passa 11 mois dans la cellule commune. Il ne fut pas arrêté tout seul. Sa mère, âgée de 70 ans, se trouvait dans la cellule des femmes. Ils furent arrêtés parce qu'un de leurs proches les avait appelés pour savoir comment ils se portaient après le décès de Hafez al-Assad. Ils répondirent spontanément « merveilleusement bien ». Cette réponse suffit à les faire traîner en prison. Pour Iman de Latakié, âgé de 67 ans, était accusé d'avoir rencontré un homme faisant partie de l'organisation des frères musulmans alors qu'il se trouvait en pèlerinage à la Mecque, au début des années 80. Cet homme lui confia la somme de 500 rials à remettre à une famille nécessiteuse en Syrie. Quelques années plus tard, cet homme décida de retourner en Syrie. Il se rendit à l'ambassade de Syrie à Médine, ou au consulat de Syrie à Médine, et raconta toute l'histoire, citant le nom d'Abou Iman et mentionnant le fait qu'il lui avait confié une somme d'argent. Quand on reçut à Damas le télégramme de l'ambassade, Abou Iman était hospitalisé pour infarctus. On le traîna à l'hôpital, de l'hôpital à la branche Palestine pour l'interroger. Mohamed Sahir, jeune homme originaire de Hama, marié et père de filles, était accusé d'avoir prêché le Coran et la Sunna à de jeunes gens. Quand je le rencontrai, il avait déjà passé 1 an et demi en prison. Un des gardiens lui rentrait régulièrement la tête dans la cuvette des toilettes, se plaçait dessus dans ses bottes de militaire,
et se les essuyait sur ses cheveux. En conséquence de quoi, il était blessé à la joue et une partie de sa barbe et de sa moustache avait cessé de pousser. Il avait aussi un groupe de 28 jeunes Syriens et Palestiniens qui avaient répondu à l'appel de l'intifada en essayant de faire parvenir des armes en fraude vers les territoires occupés via la frontière jordanienne, où ils furent arrêtés. Ce fut une surprise d'apprendre que ces jeunes gens subissaient les pires des tortures alors qu'ils se trouvaient en Syrie, au cœur de la résistance, et qui plus est, dans la branche palestine, etc., etc. Bon. Alors, c'est un témoignage, il y en a plein sur cette période, donc sur la période qui a suivi la mort de Hafez Assad, l'arrivée de Bachar au pouvoir, et les anciennes méthodes, les anciennes la manière de se comporter avec la population n'avait en rien changé, contrairement à toute la propagande. Maintenant, il y a la situation qui est née après le déclenchement de la Révolution, où les prisons, comme vous le savez, se sont transformées en abattoirs. Ce ne sont plus des prisons seulement. D'ailleurs, le document de César, le fameux document dont j'ai parlé, le montre très clairement. Combien de personnes ont péri en prison? D'abord, combien de prisonniers il y a en Syrie aujourd'hui? On est incapable de savoir, mais ils comptent certainement par dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers. On n'a pas de chiffres, combien sûr, mais on sait au moins par un document qu'il y a eu 11 000 personnes, rien que dans la région de Damas, de personnes mortes en prison, torturées. Et c'est ce qui a fait, justement, appeler la Syrie l'archipel de la torture par cette association internationale des droits de l'homme. Il y a une pratique utilisée déjà dans les années 80 et qui a été renouvelée régulièrement. D'ailleurs, ce fameux témoin de l'an 2000, le maltraiteur irakien, en parle quand il parle de la cellule des femmes à Farah Palestine, à la branche palestine. C'est les sévices que subissent les femmes en particulier et qui sont essentiellement le viol. Bon, le viol et le viol collectif, et parfois en présence de leur famille pour soutirer des informations. Il y a un texte terrible qui a été publié par quelqu'un qui a été emprisonné à Latakia, dans une prison à Latakia, et qui a assisté à l'une de ces séances. C'est ce que vous faites. Ce n'est dans aucun film d'action policier, ni même dans une bande quelle qu'elle soit ou une mafia, mais c'est dans la tranquille Latakia qu'eut lieu cette histoire, dans un des quartiers alliés à la bande qui gouverne ce pays, où se situe le quartier général de la section de la police politique. C'est là-bas que nous avons été retenus, prisonniers durant des semaines, là-bas que nous avons goûté aux plus atroces formes de torture. Mais ce jour-là, ce fut pire, tellement plus douloureux. Ce que nous avons subi ne fut pas de la torture, c'était bien pire que cela. Les geôliers ont pénétré notre dortoir et ont enchaîné un groupe de jeunes et leur ont bandé les yeux, les frappant, les insultant et les humiliant. Ils les ont ensuite emmenés à l'extérieur du dortoir. Nous ne savions pas ce qu'ils allaient faire d'eux, mais peu de temps plus tard, ils sont revenus et l'horreur se voyait sur leur visage. Ils ont beaucoup hésité, ils n'ont pas su quoi nous dire. Mais par la douleur et la peur qu'ils nous ont communiquées, nous avons pu comprendre qu'ils avaient été forcés, durant ces minutes, à observer le viol d'une jeune fille. Nous n'imaginions pas alors que notre tour viendrait et que nous serions confrontés nous aussi à l'observation de cette scène abominable. Mais ce fut ce que voulut Dieu. Ils nous ont conduits, les yeux bandés, les mains ligotées, à la cave où se situe la cellule de torture,
Ils nous ont forcés à nous asseoir par terre, tout autour de la place centrale de la cellule. Ils ont alors retiré les bandeaux des yeux. Nous avons été anéantis en voyant une jeune fille de 23 ans, ligotée à un lit, totalement nue. Elle se faisait violer par un sergent des forces de l'ordre. On lisait sur le visage de la femme un effondrement total. Elle ne pleurait pas, elle ne criait pas. Elle avait l'air d'avoir perdu ses sens. Elle n'avait plus conscience de ce qui lui arrivait. Ou peut-être n'avait-elle plus de larmes à verser, ou de voix pour crier, ou de sensations pour avoir mal. Le sergent était gros et petit. Il était très poilu. Son visage était difforme. Sa vision provoquait le dégoût. Il lançait à la fille des injures. Espèce de connasse, espèce de pute. Un autre, geôlier, a pris sa place et l'a violée devant tout le monde. Et pour augmenter encore la torture et le crime, ils avaient ramené son mari, enchaîné. Ils l'avaient forcé à rester debout près d'elle, afin qu'il voie ces scènes de torture que subissait sa femme par ces monstres. Il criait, il pleurait d'une façon hystérique. Il se cognait la tête contre le mur de tristesse et de colère. Il a continué à le faire jusqu'à perdre conscience et s'évanouir. Nous étions environ 15 prisonniers en comptant le mari de cette femme. Près de nous, il y avait un canapé sur lequel était assis un capitaine, un sergent et 3 autres geôliers. Ils observaient la scène comme s'ils assistaient à un film comique. Ils riaient d'une voix forte. Ils insultaient la jeune fille, son mari et nous-mêmes. Nous avons détourné les visages de cette vision horrifiante. Ils nous ont alors forcés à regarder et nous ont menacés de supplices de la roue si nous ne regardions pas. Les geôliers nous ont ensuite à nouveau bandé les yeux et nous ont reconduits au dortoir en nous frappant et en nous insultant. Ils nous disaient « C'est ce qui attend vos sœurs si vous n'avouez pas tout ». Ils ont ensuite emmené un 3e, puis un 4e groupe, afin qu'ils observent encore et encore le viol de cette pauvre fille. La tristesse et la douleur déchiraient notre poitrine en pensant à l'horreur qu'elle subissait, à son mari aussi, qui n'avait pas eu la force de supporter cette scène et qui avait perdu conscience. Ils étaient des habitants du quartier Al-Rami, sur lequel la colère du gouvernement plane encore. Ce n'était pas le premier cas de viol. Il y en avait déjà eu plusieurs auxquels ont dû assister certains de mes camarades de dortoir. L'un d'entre eux avait été forcé à assister à 4 viols. Celui-ci était le 5e. Il est clair que cet acte est volontaire et planifié. Ces êtres, nous ne pouvons pas les décrire par aucun qualificatif. Nous ne pouvons même pas les comparer aux animaux. Ils sont plus sauvages, plus bestiaux que tout animal. Merci. Et un dernier texte qui résume un peu tout ce qu'on a dit. C'est un petit témoignage que j'ai trouvé dans un article, un très bel article de notre ami Abdelhaï Sayed, l'avocat, qui parle de tous ces prisonniers qui sont complètement déconnectés de la réalité à un moment donné, du fait de la torture, du fait de toutes ces horreurs. Et il compare un peu leur cas, leurs témoignages avec ceux des témoignages d'anciens rescapés d'Auschwitz, avec ce que disait Primo Levi, par exemple, dans son célèbre ouvrage, etc. Les déconnectés, c'est un court texte, mais qui résume, je crois, tout. On m'a mis dans une cellule de 2 mètres sur 5 avec quelques 180 autres détenus. Beaucoup d'entre eux étaient déconnectés.
C'est un mot qu'on utilise pour désigner les détenus qui commencent à parler et à se comporter de manière incohérente en conséquence des tortures extrêmes et de la température très élevée qui règne dans nos cellules. Nous étions habitués à voir chaque jour 1 ou 2 détenus qui déconnectaient en raison de la pression psychologique, de l'air étouffant et de la chaleur. Le détenu commençait à dire et à faire des choses extrêmement étranges et insensées. Lorsqu'un détenu déconnecté perd connaissance, un système est prévu pour évacuer son corps de la cellule et l'emporter hors du centre de détention. Dans certains centres de détention, l'évacuation est confiée à des détenus vétérans que l'on force à récupérer les corps inanimés pour les transporter à l'extérieur. Dans d'autres centres, des chambres dites de consolation sont créées, souvent juste à côté des lavabos pour les déconnectés et les morts. Les survivants gardent fixé dans leur mémoire le souvenir de ces couloirs à l'extérieur des cellules où les corps des détenus déconnectés sont entassés près des lavabos dans l'attente d'une mort lente. Un survivant a décrit dans ces termes ce qu'il a vu dans le regard de ces détenus déconnectés. Chaque jour, une vingtaine de détenus étaient jetés dans le couloir où les attendait leur destin et une mort lente. On rencontrait différents cas, ceux qui étaient sur le point de mourir après avoir été brutalement torturés, ou pour cause de déconnexion ou de température élevée, et ceux qui ressemblaient à des squelettes en raison d'ulcérations aiguës. Ils urinaient sur place, dans un espace couvert de pus et de sang. Ils étaient sur le point de mourir, leurs yeux étaient encore ouverts et capables de fixer un regard, comme pour demander à leurs compagnons de détention qui pouvaient encore marcher, de témoigner de leur souffrance auprès du reste du monde. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Merci. Écoutez, je ne crois pas qu'on peut discuter de tout cela. Ce que je voulais dire, c'est que il y a une campagne qui a été développée par des organisations de défense des droits de l'homme, ici même en France, et par Amnesty, par Human Rights, etc. Et je crois que nous avons, nous, dans le cadre de nos associations, diverses associations, Souria, Hurriya et autres, vraiment de faire connaître tout cela et d'y insister. À mon avis, rien ne marque un peu, ne qualifie le régime contre lequel le peuple s'est révolté que tous ces témoignages, que tous c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui. Quand on entend des gens, quand on entend des journalistes à la télé, comme dernièrement, tout cela, c'est-à-dire les choses lamentables qui parlent avec les responsables du régime comme si c'était des régimes normaux, comme si c'était... Non. Et alors, c'est ce genre de documents, justement, qu'il faut faire connaître, qu'il faut envoyer à ces journalistes et diffuser le plus largement possible. Et en tout cas, pour beaucoup de gens, de Syriens et d'Arabes et de leurs amis, je crois que ces documents suffisent à leur faire comprendre qu'il n'y a aucune réconciliation possible avec ce régime. Voilà, je vous remercie de votre aide.